merci à tous les deux. Je vois aussi que Fauzia, Irena Bonjour. sont arrivées. Bonjour, Bonjour. bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Et on va peut-être... alors, parce qu'on n'a qu'une heure. Donc, Ouais, je vais commencer on va commencer. l'introduction en fait, parce qu'on est déjà 20. Je vous ai mis des questions dans le chat. N'hésitez pas à y répondre au fur et à mesure quand l'envie vous en vient. Des choses importantes à vous dire. Bon, d'une part, le webinaire est enregistré, donc vous aurez accès à un replay à la suite. On vous demande de garder vos questions pour la fin, parce que en fait, Alicia va être toute seule à gérer. Moi, je vais partir au bout d'un quart d'heure, donc elle va être toute seule à gérer en français, donc elle ne pourra pas suivre forcément tout ce qui se passe dans le chat. Donc, on vous demande de garder vos questions pour la fin. Si vous avez peur de les oublier, vous pouvez les écrire dans le chat, comme ça on les voit, enfin Alicia pourra les voir et y répondre. Si vous avez des problèmes techniques du type on n'entend pas ou etc., vous pouvez les mettre dans le chat, mais du coup mettez-les en anglais parce que c'est Aubrey de Untouchables qui va gérer la tech et elle ne parle pas français. Donc mettez-les du coup en anglais si c'est des questions techniques. Sinon pour le reste, n'hésitez pas à échanger dans le chat pendant que, enfin si vous avez des questions, des remarques, etc. Et puis, je vais peut-être faire l'introduction du coup, parce qu'il est déjà 34. Oui. Et comme ça, on ne va pas perdre trop de temps. Donc, déjà, bonjour à tous et à toutes. Hein. Bienvenue. Bienvenue dans ce premier webinaire des rendez-vous de l'emploi organisé en partenariat avec Untouchables. Donc, Untouchables, j'imagine que vous connaissez, c'est une agence de recrutement qui a pignon sur rue pour les personnes qui ne sont pas forcément néerlandophones et qui cherchent du travail aux Pays-Bas. Et donc, c'est un partenariat avec la Fondation Avenir Emploi Pays-Bas, fondation que je préside, qui est une fondation à but non lucratif, qui existe depuis 2012 et que je préside depuis 2015, et qui est entièrement gérée par des bénévoles. Et donc, c'est un peu dans le cadre de cette fondation en fait, que j'ai rencontré Alicia. Je ne sais même plus comment, mais toujours est-il qu'on s'est rencontrés dans le cadre d'Avenir Emploi Pays-Bas. Je cherchais un emploi, je pense. Ouais, tout simplement. Il y a très longtemps. Et du coup, au sein de la fondation, j'ai aussi créé un réseau de solo-entrepreneurs et d'entrepreneurs francophones aux Pays-Bas. Donc, si parmi vous, certains pensent s'installer aux Pays-Bas ou sont aux Pays-Bas et pensent développer leur activité, ça peut aussi être une opportunité pour vous. Je mettrai les liens dans le chat, comme ça vous pourrez nous suivre si vous le souhaitez. On a aussi un événement qui arrive le 13 octobre. Je vous mettrai aussi le lien dans le chat si jamais ça vous intéresse pour les personnes en recherche d'emploi ou les personnes qui veulent créer leur activité ou la développer. Je vais rapidement présenter Alicia. Je pense qu'elle pourra se présenter plus longuement si besoin par la suite. Donc, comme je disais, Alicia et moi, on se connaît depuis plusieurs années déjà. Elle est souvent intervenue dans les événements que j'organisais pour Avenir Emploi Pays-Bas. Pour moi, c'est un peu la personne ressource quand on parle d'interculturel, que ce soit aux Pays-Bas ou de façon générale. Ce qui se passe souvent entre les Pays-Bas et la France, et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir ce type d'atelier, c'est que quand on est en France ou quand on est français, on pense que les Pays-Bas, c'est tellement proche géographiquement que culturellement, ça doit être très facile et ça doit être très proche aussi. Et la vérité est que ce n'est pas le cas et qu'il y a des vraies différences culturelles qui sont particulièrement perceptibles dans le monde du travail, parce qu'en fait, c'est là que vous allez vous immerger en arrivant, c'est vraiment dans votre emploi, si vous venez pour le travail, etc. Et il y a des choses qui peuvent vous surprendre, voire vous heurter, et le mieux vous êtes préparé, le mieux c'est pour vous, en fait. Et je trouve que l'atelier d'Alicia, les ateliers d'Alicia de manière générale, et celui-là en particulier, vous aident justement à vous préparer et à percevoir ces différences sans en être gêné ou choqué. Et ça facilite grandement en fait, votre arrivée aux Pays-Bas et votre insertion dans le monde du travail néerlandais. Donc voilà, pour faire de toutes les différences que vous allez rencontrer une vraie richesse, plutôt que quelque chose qui vous pose question, je pense que l'atelier que vous allez suivre aujourd'hui est exactement ce qu'il vous faut. Et je vais arrêter là la présentation, parce que voilà, on ne va pas y passer non plus. Puis Alicia a plein de choses à dire qui sont hyper intéressantes. Pour ceux d'entre vous qui sont inscrits à l'atelier CV, du coup, je vous retrouve demain parce que c'est moi qui anime l'atelier CV. Et pour ceux d'entre vous qui sont inscrits aux deux autres ateliers qui sont droit du travail néerlandais et LinkedIn, je vous retrouve mardi pour le droit du travail, où je ferai juste l'introduction de Wiebke Bonnet qui va faire la présentation. Et je vous retrouve vendredi prochain pour l'atelier LinkedIn, puisque c'est moi qui l'animerai. Voilà, je vous laisse avec Alicia. Alicia, tu as la parole. Et je vous mets quelques liens dans le chat et ensuite je m'éclipse. Bon atelier à tout le monde. Juste une question. Je n'ai pas pu m'inscrire car je ne suis pas disponible. Il n'y a pas d'autres créneaux horaires. Pour les autres ateliers, vous aurez accès au replay.
Inscrivez-vous. Je ne peux pas, à 14h30, je ne peux pas. Inscrivez-vous à l'atelier, comme ça vous aurez accès au replay. Vous recevrez le replay par la suite. Voilà. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Sarah, pour cette introduction non seulement très complète, mais aussi concise. Donc, c'est parfait. Merci. Je n'ai pas grand-chose à ajouter en termes d'introduction. Hein. Je pense que Sarah a déjà tout dit. Simplement qu'à part le fait que je suis formatrice en interculturel, je suis aussi formatrice sur d'autres sujets comme la communication, les relations personnelles et les présentations, mais toujours dans un cadre interculturel. Et que, tout comme Sarah, ça fait un bon petit moment que je suis aux Pays-Bas, ça fait 18 ans maintenant. Donc, chaque jour, un peu plus néerlandaise. Voilà. Donc, mon ambition, elle essaie d'être réaliste. Hein. Je pense que Sarah l'a très bien dit, c'est de vous donner quelques clés pour, justement, pour mieux vous préparer à votre recherche d'emploi et aussi pour mieux vous préparer à travailler dans une organisation néerlandaise, ce qui ne sera pas nécessairement le cas parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont aussi internationales. Vous pouvez vous retrouver dans une équipe où il n'y aura peut-être même pas de néerlandais. Mais bon, c'est toujours bien de se préparer à la culture du pays, en tout cas dans lequel on pense déménager, pour ceux qui ont déménagé, ou dans lequel on est déjà. Et d'ailleurs, ça va être ma toute première question pour vous. J'aimerais savoir un petit peu qui est dans la salle virtuelle. Donc, Aubry va lancer le tout premier sondage pour savoir un petit peu depuis combien de temps vous êtes aux Pays-Bas ou si vous n'y êtes pas encore, parce qu'évidemment, l'information va être plus ou moins pertinente en fonction de si vous êtes là depuis longtemps ou si vous n'êtes pas encore aux Pays-Bas. Donc, je vois, et vous voyez aussi sans doute que le sondage se complète. Voilà, donc on a, je pense que tout le monde a répondu déjà, Aubry. Donc, on va pouvoir partager les résultats. Non, pas encore. Ouais, voilà. Donc, on va partager les résultats. Et comme vous voyez, on a beaucoup de gens qui sont aux Pays-Bas depuis moins d'un an et aussi pas mal de gens qui n'y habitent pas encore. Donc, l'information pour vous va être, on l'espère, très pertinente. Pour ceux qui sont là depuis un petit peu plus longtemps, il y a sans doute des choses que vous reconnaîtrez et puis peut-être que vous pourrez venir nuancer ou partager vos expériences personnelles à la fin. Comme on l'a dit, on va essayer de ne pas trop intervenir ni par le chat, ni verbalement durant la session, mais plutôt garder tout ça à la fin pour se concentrer sur l'essentiel de la première partie et avoir un peu plus d'interaction à la fin. Donc, je vous demande aussi de participer avec des polls, mais pas plus que ça. Voilà. OK, donc merci à tous. Et je voudrais vous poser une toute première question. Donc, c'est comme ça qu'on va... Enfin, une deuxième question, en fait, parce que je viens déjà de vous poser une question. La deuxième question, c'est, à votre avis, à quoi ça peut servir, justement, de mieux comprendre les différences culturelles entre la France et les Pays-Bas dans votre recherche d'emploi? Donc, dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que d'ailleurs, je suis absolument ravie de voir que vous êtes aussi nombreux. Hein, ça veut dire que le sujet semble intéresser et c'est une bonne chose parce qu'on voit que de plus en plus, enfin moi je vois de plus en plus que certaines organisations en fait proposent des formations interculturelles ou ce qu'on appelle les newcomers parce qu'ils se rendent compte que finalement quand les gens comprennent la culture, ça leur permet de beaucoup plus vite s'intégrer, beaucoup plus vite se sentir à l'aise dans leur contexte néerlandais. Donc, c'est bien de prendre les devants. Alors, je vois, Thibaut nous dit, c'est important de savoir ce qu'il faut dire ou ne pas dire lors d'un entretien. OK. Donc ça, effectivement, on va vous donner... Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'il ne faut pas dire pendant un entretien, mais je vais vous donner au moins des clés de réflexion pour savoir un petit peu comment se positionner lors d'un entretien. Pour s'adapter rapidement, ne pas commettre d'impair, exactement. Ouais. De la part de Fouzia. D'autres réponses? Avoir une bonne relation avec les collègues, extrêmement important, ça, effectivement, ouais, essentiel. Merci Estelle. OK. Pour ne pas vexer, ne pas être vexé, voilà, ça c'est extrêmement important parce qu'effectivement, très souvent, ce qu'on voit, je vais vous demander si vous pouvez de couper tous votre microphone pour qu'on puisse s'entendre. Ne pas vexer, ne pas être vexé, c'est très important effectivement parce que c'est souvent ce qu'on voit, c'est qu'on a tendance à
quand on ne comprend pas la bonne intention derrière le comportement ou la communication des gens, à soit être frustré, soit être vexé, irrité. Donc ça, c'est essentiel. Voilà, donc je vois qu'il y a plein de, il y a plein de bonnes raisons que vous avez pu trouver et pour lesquelles vous êtes là. Donc merci à tous. Et on va continuer tout simplement avec deux petites remarques que je voudrais faire en préambule. Donc la première, c'est que, comme le disait Sarah, on est deux pays, la France et les Pays-Bas, qui sont géographiquement proches, mais qui sont culturellement très différents. Il y a vraiment des aspects sur lesquels on est pas aux antipodes, mais presque, et que c'est important d'en avoir conscience parce que sinon on risque justement de se dire finalement on est assez proches et justement de ne pas être alerte à ces différences et de ne pas se comprendre. Il y a beaucoup de relations commerciales notamment qui échouent par manque justement de réceptivité, de sensibilité culturelle. Et ce n'est pas seulement au niveau culinaire, comme vous pouvez le voir sur cette image. Donc ça, c'était la première petite remarque que je voulais faire en préambule. Et la deuxième petite remarque, c'est que quand on parle de culture, il faut vraiment faire attention parce que les gens n'aiment pas être mis dans des boîtes ou n'aiment pas qu'on leur colle des étiquettes. Et c'est bien normal parce qu'on ne peut pas parler du hollandais ou du français. Vous avez l'image du français, je pense que vous ne vous identifiez pas trop à cette image qui est là. Pareil pour les Hollandais ou les Néerlandais, ils ne s'identifient pas non plus à l'image qu'on a en haut à gauche. Donc, ce dont on parle quand on parle de culture, c'est de tendances qu'on voit au sein d'une société et d'une culture qui sont statistiquement vérifiées. Mais en revanche, c'est très risqué de vouloir faire des prédictions ou des prévisions sur le comportement de quelqu'un ou la façon de communiquer de quelqu'un seulement sur la base de sa culture nationale. Donc, il faut faire bien attention à ça. Effectivement, notre culture nationale nous influence, la culture dans laquelle on est né et dans laquelle on a grandi. Mais bien sûr, il y a d'autres groupes culturels auxquels on appartient qui vont aussi énormément contribuer à former et à programmer, entre guillemets, la personne qu'on est devenue. Donc, il y a aussi notre école, il y a aussi le type d'études qu'on a suivi, le sport, notre religion, notre appartenance politique, le type de profession. Donc, tout ça contribue à former la personne qu'on est devenue, notre personnalité, bien sûr, et les expériences de la vie. Donc, vraiment une précaution importante, ne pas faire de prédiction sur un individu sur la base de sa culture. En revanche, ce qu'on peut prédire, c'est comment le groupe, lui, va sans doute se comporter. Et c'est l'intérêt de cette formation ici, c'est que les clés que je vais vous donner sont des clés que vous pouvez sans doute utiliser dans le cadre d'une organisation néerlandaise, d'un groupe de néerlandais. Mais attention, au niveau individuel, pas de prédiction possible. Donc ça, c'est une notion importante. Alors, cela dit, nouvelle petite question pour vous. Donc, le deuxième poll pour Aubry. À votre avis, quand on se penche vraiment cette fois sur le contexte professionnel, à quel niveau on va pouvoir voir des différences, à votre avis, entre la culture professionnelle française et la culture professionnelle néerlandaise? Alors, le sondage est ouvert. Qu'en pensez-vous? Alors, ça se remplit vite. Vous êtes réactifs, c'est super. À 10h moins le quart ce matin, bravo. Je vois que tout le monde est déjà bien réveillé. Voilà. Donc, tout le monde est en train de compléter. Et c'est super. Voilà, tout le monde a répondu. Pas encore, presque. Pour moi, c'est difficile à dire parce que je ne suis pas vraiment francophone, je suis polonaise d'origine. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est super, parce qu'on a déjà de l'interculturalité là dans le groupe, donc c'est formidable. Mais par rapport peut-être à l'expérience que vous avez déjà en fait de la culture française, ça fait une dimension supplémentaire, mais vous pouvez sans doute avoir déjà quelques idées. Alors, on va partager les résultats du sondage et on voit... Alors, je ne sais pas si vous pouvez déjà
Aubrey, you can maybe switch off the poll. Yes, great. Je vais partager les résultats. Donc, ce que vous voyez, c'est que c'est réparti. C'est bien, vous avez une répartition sur toutes les réponses avec une large prédominance de la pause déjeuner. Et effectivement, la pause déjeuner, c'est quelque chose que de nombreux Français ici ont du mal auxquels ils ont un petit peu de mal à s'habituer parce qu'on est plutôt sur une pause déjeuner de 30 minutes, donc c'est assez court, donc c'est vrai. Mais globalement, en fait, sur tous ces aspects, vous découvrirez qu'il y a de vraies différences entre la culture française et la culture néerlandaise. Donc, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails maintenant. On va, dans la suite de la présentation, on va s'attacher à quelques-uns de ces aspects, mais sachez que, effectivement, sur tout ce qui a été cité ici, on a des vraies différences qui se manifestent dans le monde du travail. Alors, on va, nous, se concentrer, parce qu'on a juste une petite heure, on va se concentrer sur 3 choses essentiellement. On va se concentrer sur ce qu'on appelle l'égalitarisme, le rapport au temps et la communication. Pourquoi j'ai choisi ces 3 sujets-là? Parce que ce sont les sujets qui peuvent provoquer le plus d'incompréhension, le plus de friction, le plus de frustration. Alors, commençons par le premier sujet qui est l'égalitarisme. Alors, l'égalitarisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on s'attend à ce que dans un groupe, une société, une organisation, tout le monde a plus ou moins droit aux mêmes choses, égal, que la société doit être égale, le même pouvoir, les mêmes attributs, les mêmes privilèges. Bon, alors, c'est une idée, ce n'est pas toujours vérifié dans tous les détails, mais c'est quelque chose qui prévaut en termes de valeur aux Pays-Bas. Et on va regarder en fait comment ça se traduit en termes de relations de travail. Donc, avant de rentrer vraiment dans le détail des relations de travail, je vais vous illustrer juste un petit peu cette idée d'égalitarisme au niveau plus de la société et plus spécifiquement de la politique. Juste parce qu'évidemment, les valeurs qui sont dominantes dans une société, elles se traduisent à tous les niveaux, au niveau interpersonnel, au niveau d'une organisation, au niveau de la société, des institutions, etc. Donc, juste un petit exemple politique. Alors, ceux qui habitent aux Pays-Bas vont très certainement reconnaître les protagonistes de la vidéo. Donc, ce que vous voyez à droite, c'est Mark Rutte, qui est toujours le Premier ministre néerlandais, donc depuis 10 ans. Il a pris d'ailleurs depuis la vidéo un petit coup de vieux. Et sur la gauche, c'était un de ses anciens ministres dans un précédent cabinet. Alors, je vais vous passer la vidéo. Elle ne dure pas très longtemps, il n'y a pas le son, mais ce n'est pas très grave parce qu'il faut surtout regarder et observer ce qui se passe. Alors, ceux qui sont aux Pays-Bas l'ont peut-être déjà vu parce que c'est une vidéo qui a été complètement virale. Elle date de 2017, si je ne me trompe pas. Donc, regardez ce qui se passe et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, ce monsieur, c'est le Premier ministre des Pays-Bas. Qu'est-ce que vous avez vu? Qui veut nous dire ce qu'il a vu? Lorenzo. Ouais, ou pardon, qui? Oui. Il a versé son café et puis il nettoie ce qu'il a fait.
Voilà. Alors, Mais je vois quelqu'un qui... Oui, c'est parce qu'il savait qu'il y avait les caméras ou alors, il fait c'est voilà, c'est la question que, évidemment, on s'est posée. Est-ce que c'est un coup de pub ou est-ce que c'est vraiment vrai? Alors, c'est peut-être un coup de pub, mais en tout cas, c'est assez réaliste, cette scène. Et moi, j'avoue que quand je suis arrivée aux Pays-Bas, j'ai travaillé au début dans des petites organisations et où il y avait la petite cuisine, il y avait le lave-vaisselle et le directeur vidait, rangeait le lave-vaisselle comme tout le reste des membres de l'équipe. Donc, cette scène, elle est pas surprenante, en fait. Enfin, tout dépend de la perspective dans laquelle on se passe, mais pour une perspective française, je ne sais pas ce que vous en pensez, ce serait difficile d'imaginer notre président dans cette posture. Voilà. Donc, j'en vois qui rigole. Voilà. Donc ça, c'est juste un petit exemple assez extrême, mais qui permet de comprendre ce que ça veut dire l'égalitarisme dans la société néerlandaise. Alors, évidemment, maintenant, on va se reconcentrer sur le monde du travail. Rapidement, vous, qu'est-ce que vous attendez de votre manager ? Quelles sont les qualités, les rôles ou les compétences que vous attendez de votre manager? Rapidement dans le chat. Alors, je vois des choses très chouettes. Alors, l'écoute, qui me tire vers le haut, qui me soutienne et apporte de bons conseils, et de façon à ce que je me sente bien au travail. Merci Thibaut. Sandrine, du mentoring. Parce que j'ai perdu le chat. Alors, super. Donc, je vois beaucoup l'attention, le partage d'informations et la compréhension. Alors, je vois aussi des consignes, des directions de la part d'Elisabeth. Alors, je vois beaucoup. Alors, écoute, confiance, très bien. Merci. Pourquoi je vous pose cette question? Tout simplement, parce que l'objet aussi de cette session, c'est pour ceux qui ne sont pas encore aux Pays-Bas, de vous donner un peu envie de venir aux Pays-Bas, hein, parce qu'il y a plein de bonnes choses, et peut-être de voir si il y a des... comment dire, que vos attentes, en fait, en termes de management, de relations de travail, ont des chances d'être accomplies ou d'être en ligne avec ce que vous allez pouvoir trouver ici. Alors, on va regarder un peu ce qu'on attend du manager néerlandais. Alors, évidemment, c'est une généralisation, hein, parce que chaque manager est différent, mais il y a quand même des éléments essentiels qu'on va retrouver dans tous les descriptifs de poste pour des managers néerlandais et ce qu'on attend de façon fondamentale d'un manager ou d'un leader néerlandais. Alors, ce qu'on attend de lui, c'est tout d'abord pas d'être un chef autocrate. Ça, c'est la première chose, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce que ce soit quelqu'un qui soit au-dessus des autres, qui prenne les décisions de manière top-down. On ne s'attend pas non plus à ce que ce soit un expert qui connaisse tout sur tout dans son sujet. Non, ce qu'on attend de lui, c'est d'être le premier parmi ses pairs. Donc, c'est là que vous voyez la dimension égalitarisme qui se retraduit dans le management et l'organisation. On s'attend surtout à ce que ce soit un leader d'homme, donc quelqu'un qui va avoir une vision et qui va faire en sorte que son équipe se dirige vers cette vision, qui va fixer avec l'équipe des résultats et qui va s'assurer que ces résultats sont atteints. Donc ça, c'est des choses qu'on peut retrouver aussi pas mal en France. Mais ce qui est assez différent, c'est qu'on s'attend à ce que ce soit aussi un facilitateur et un coach. Donc, quelqu'un qui va non seulement s'assurer qu'il y ait une espèce de collaboration positive dans l'équipe, avec les autres services également, et qui va être là pour faire grandir chacun de ses collaborateurs. Et pour ce faire, qui va être capable de l'écouter. J'ai vu beaucoup l'écoute dans les commentaires que vous avez donnés. Donc ça, c'est quelque chose que vous devriez pouvoir retrouver ici, qui va être dans l'écoute, qui va être capable de comprendre qui vous êtes en tant qu'individu et de vous faire grandir. Donc, ça, c'est Et aussi, bien sûr, la transparence et l'intégrité sont des valeurs fondamentales qu'on va associer au rôle de manager. Donc, on voit plus un rôle finalement de leader d'homme que nécessairement un rôle de manager ou d'expert. Donc, ça, c'est une chose essentielle.
Alors, si vous dirigez vers un rôle de manager, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Ce seront les attentes qu'auront vos équipes vis-à-vis de vous. Donc, bien entendu, il y a en contrepartie, le rôle du manager est ce qu'il est. Quel est le rôle qu'on va attendre des membres d'équipe? Eh bien, il y a plusieurs choses qu'on va attendre des membres d'équipe. La toute première chose, c'est qu'on va attendre de vous d'être assertif et proactif. Et ça, vous verrez, alors je ne sais pas pour ceux qui ont peut-être des enfants qui grandissent dans le système néerlandais ou ceux qui auront des enfants qui vont dans le système néerlandais, vous verrez que dès le plus jeune âge, les enfants sont stimulés à partager leurs idées, leurs opinions. On les met en cercle le matin pour leur demander de partager des idées, des opinions, ce qu'ils pensent. Tout le monde on s'attend à ce que tout le monde ait une opinion un petit peu sur tout et qu'on soit à même de contribuer, d'apporter de l'innovation, des idées, d'être proactif, d'être force de proposition. Donc ça, c'est absolument essentiel. Ça se traduit par exemple dans les réunions. Dans une réunion, si vous ne posez pas de questions, si vous n'avez pas d'idées, si vous n'avez pas d'opinion, si vous ne vous manifestez pas, on va prendre ça comme très probablement un manque d'intérêt. Donc, le silence que vous pouvez exprimer dans une réunion va être interprété comme du désengagement ou du désintérêt. Donc, ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. La deuxième chose qu'on attend beaucoup des membres d'équipe, c'est cette responsabilité individuelle, cette capacité d'être totalement responsable d'un projet qu'on gère. Et ça, c'est quelque chose qui peut provoquer pas mal parfois d'incompréhension, de malentendus entre français et néerlandais. Très souvent, ce qu'on voit, c'est un néerlandais travaille avec un français qui est son homologue, s'attend à ce que cette personne prenne une décision à la fin d'une conversation, cette personne est en charge du projet, mais que la décision ne peut pas être prise parce que ce qui a été discuté doit être revalidé avec le N+1 ou le N+2. Et ça, c'est quelque chose que les Néerlandais ont du mal à comprendre. Pourquoi ça prend autant de temps alors qu'on vient de discuter ensemble du projet qui nous concerne? Donc, c'est un sujet de crispation et de frustration très souvent entre Français et Néerlandais. Moi, j'ai un autre exemple personnel. Quand j'ai commencé à travailler ici, je travaillais dans une organisation néerlandaise, dans le marketing, complètement autre domaine. Et je gérais un projet avec un gros client qui était basé en Belgique. Et ce client ne se tenait pas du tout aux accords qu'on avait convenus ensemble, ne respectait pas les deadlines, etc. Et moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour que les choses s'améliorent, mais ça ne fonctionnait pas. Et à plusieurs reprises, j'ai essayé d'en parler avec mon manager parce que je voulais en fait qu'il intervienne, qu'il prenne la main et qu'il contacte le client pour dire, bon, ben voilà, les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Et en fait, il n'est pas intervenu parce qu'il considérait que c'était ma responsabilité en tant que chef de projet de régler cette problématique qui émergeait au sein du projet. Donc, quand on est responsable d'un projet, on est responsable et on ne compte pas sur son manager pour régler les éventuelles problématiques qui surgissent, sauf si c'est vraiment complètement ingérable, mais on est vraiment là en charge du projet sur lequel on travaille. Et donc, cette capacité à travailler de manière autonome, essentielle. Le rapport à l'erreur est aussi très différent, c'est-à-dire que l'erreur, ici, n'est pas vue comme quelque chose qu'on punit ou quelque chose de mal. Au contraire, et ça aussi, c'est quelque chose que vous verrez à l'école, si vous avez l'occasion d'y aller, l'erreur est vue comme une occasion d'apprendre. Donc, c'est presque quelque chose de positif. Donc, quelque part, ça peut aussi permettre de prendre davantage de risques ou de tenter des nouvelles choses parce qu'on sait que finalement, si on échoue, si ça ne réussit pas, ce n'est pas très grave parce que ce sera une occasion d'apprendre. Et finalement, la loyauté et la convivialité avec le reste de l'équipe sont des choses aussi très importantes. C'est une société qui est assez individualiste, mais malgré tout, dans le contexte du travail, vous verrez qu'il y a, certes, parfois dans certains secteurs, une certaine compétitivité, mais souvent, c'est la collaboration qui prévaut plus que la compétition. Et le résultat est le résultat de l'équipe, de l'effort collectif et de cette capacité à travailler ensemble. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi. Si vous vous positionnez comme un loup solitaire qui essaye de réussir le mieux, le plus vite, le plus fort, il y a des chances qu'on ne vous intègre pas trop dans l'équipe, vous vous sentiez un petit peu isolé. Donc, l'esprit d'équipe est très important.
Autre façon dont l'égalitarisme se traduit rapidement, vous allez voir que ça se traduit aussi dans les relations de travail, c'est-à-dire qu'elles sont très informelles. Très rapidement, on se tutoie, on se parle, on utilise les prénoms, que ce soit votre subordonné, votre chef, etc. Donc, c'est assez informel. Ça se traduit aussi dans les tenues vestimentaires, qui sont aussi assez décontractées, pas besoin de... Sauf dans certains secteurs, comme par exemple l'avocature ou la banque, où c'est un peu plus formel, mais sinon, globalement, vous verrez que c'est très, très décontracté. Et aussi dans l'espace de travail. Donc là, bon, l'espace de travail, il a été pas mal remis en cause avec le Covid, bien sûr, mais très souvent, le manager, il est parmi ses équipes. Moi, je me rappelle, j'ai travaillé un moment dans une organisation où il y avait un directeur français et des équipes néerlandaises. Le directeur français avec son bureau, un bureau plus grand que les autres, avec une porte fermée, et c'était vraiment un sujet au sein des équipes, c'était un sujet de discussion. Personne ne comprenait. Donc très souvent dans les organisations néerlandaises, vous verrez que le manager est là au milieu des autres. C'est parfois pas toujours évident de savoir qui c'est d'ailleurs. Donc ça se manifeste aussi comme ça. Et au niveau du Covid, ça s'est aussi traduit par le fait que très vite, on est passé au télétravail. Parce que la dimension contrôle est peu présente. On est dans une relation de confiance plus que dans une relation de contrôle. Donc voilà, l'égalitarisme, comment il se traduit au niveau de l'organisation. Alors, j'avais dit, on garde les questions pour la fin, mais on va peut-être rapidement voir s'il y a déjà des questions qui se posent sur cette première partie, rapidement. Alors, vous pouvez soit dans le chat ou intervenir comme ça en allumant votre micro. Est-ce qu'il y a des... S'il n'y a pas de questions, on peut continuer. OK, alors on continue. Si vous préférez intervenir à la fin, c'est bien aussi, mais on gagne du temps comme ça pour le moment, donc avançons. Avançons sur le sujet suivant, qui est le rapport au temps. Alors, le rapport au temps, ceux qui habitent ici, ça doit sans doute leur parler. Quelque chose qui fait beaucoup rire les Français, et d'ailleurs pas seulement les Français, mais beaucoup d'internationaux, c'est que quand on essaie de prendre un café avec quelqu'un, il faut sortir l'agenda et chercher dans les 3-4 semaines prochaines pour pouvoir prendre un café. Et moi, j'en rigole, mais maintenant, je fais la même chose. Donc, vous verrez que c'est des habitudes qu'on prend. Parce que le temps est quelque chose d'essentiel dans la culture néerlandaise. C'est presque quelque chose de tangible, c'est presque quelque chose qu'on peut toucher. Ça structure les journées et c'est prioritaire par rapport à beaucoup d'autres choses. Donc, ça veut dire que très important de respecter le temps. Donc, très concrètement, c'est important d'être ponctuel, c'est important d'être réactif et c'est important si on se rend compte qu'il va y avoir un problème au niveau du temps, d'en parler pour s'assurer qu'on reste en ligne avec, par exemple, le planning. Donc, le rapport au temps est ce qu'on appelle linéaire ou monochronique, c'est-à-dire qu'on fait une chose après l'autre. On n'a pas un rapport au temps qui est fluide. Non, on fait une chose après l'autre et de manière séquencée. Donc, vous verrez, par exemple, au niveau des réunions, c'est l'exemple clé. Pour chaque réunion, il y a toujours un agenda. On sait exactement de quoi on va parler. La réunion commence à l'heure et finit à l'heure. Si jamais il y a un sujet qui émerge au cours de la réunion qui est considéré comme un sujet important, la réunion ne va pas durer plus longtemps. Non, on va organiser une autre réunion. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Ça veut dire aussi pour vous que, par exemple, le planning, c'est quelque chose d'incontournable. Moi, quand j'ai commencé à travailler aussi aux Pays-Bas, à un moment, je travaillais entre des partenaires français et des partenaires néerlandais. Et très souvent, alors en fait, je travaillais dans une organisation où je représentais en fait les régions françaises. C'était pour encourager le tourisme en France. Donc, les régions françaises étaient mes clients et je travaillais avec des agences de communication et médias qui étaient basées aux Pays-Bas. Et les agences de communication et médias aux Pays-Bas avaient leur planning qu'il fallait suivre et je demandais des inputs, donc des photos, des textes aux régions françaises pour pouvoir créer soit une annonce dans un magazine ou un article sur un site internet. Et la toute première fois qu'on a lancé une campagne, mes partenaires néerlandais m'avaient donné un planning.
J'avais demandé les inputs à mes partenaires français. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Les partenaires français, la veille, « Ah, Alicia, on n'a pas encore la photo. Est-ce qu'on peut décaler un petit peu, te donner ça dans 2-3 jours ?» Et moi, bon, bah oui, ça va aller, il n'y a pas de problème. Bon, mais dans 2-3 jours, voilà. Je retourne vers mes partenaires néerlandais. Et là, j'entends, ah non, c'est prévu dans le planning aujourd'hui. Si on n'a pas les inputs aujourd'hui, ce sera décalé à la semaine prochaine. Et là, panique. Je me suis dit, c'est décalé à la semaine prochaine, ça veut dire que ce ne sera jamais mis en ligne au moment où jamais dans le numéro qu'on avait prévu. Donc, ça a été une très bonne leçon pour moi de comprendre que le planning, c'est le planning. Et après, j'ai changé ma stratégie. C'est-à-dire que je donnais une fausse deadline à mes partenaires français dans laquelle j'avais intégré en fait une marge de 3 jours supplémentaires. Donc, comme ça, je pouvais encore leur dire 3 jours de retard, ce n'est pas très grave. Et j'étais encore à temps pour pouvoir travailler avec mes partenaires néerlandais. Donc, c'est ce genre de gymnastique qu'il faut mettre en place en fait, quand vous avez des priorités qui sont différentes. En France, la relation est quelque chose d'essentiel. Aux Pays-Bas, il faut bien savoir que le planning est quelque chose de très important. Ça veut aussi dire que, on parlait de réactivité tout à l'heure, un autre sujet, un tout petit sujet de grande frustration, c'est la réponse aux emails. Les Néerlandais s'attendent à ce que vous répondiez très rapidement à leurs emails. Ils n'attendent pas à ce que vous apportiez une réponse à leurs emails, mais que vous accusiez réception. Donc, c'est-à-dire qu'on veut avoir une transparence, une visibilité sur ce qui se passe. Donc, même si vous n'avez pas les éléments de réponse, il est important de leur dire « J'ai bien reçu ton email, je vais m'en occuper et je reviens vers toi dans 1 semaine, dans 2 jours, dans 3 heures. » Donc ça, c'est un tout petit détail, mais qui peut faire une vraie différence. Pour un Néerlandais, quand il n'y a pas de réponse, c'est le manque de transparence. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Donc, c'est aussi une façon de rassurer. Donc ça, c'est un sujet qui nous amène en fait, donc on est à cheval sur 2 choses. Ici, on est à cheval sur le temps, l'importance de la réactivité et la communication à laquelle on va revenir un petit peu plus tard. Je vois Estelle qui dit, c'est aussi ce que je fais, fausse deadline. Bah oui, c'est des stratégies qu'on finit par adapter pour que ça marche mieux quand on est un petit peu comme ça à la charnière de culture. Alors, avant qu'on passe à la communication, j'ai juste un tout petit sujet de réflexion pour vous qui va vous permettre justement de mettre en application les 2 thèmes dont on a parlé, égalitarisme et rapport au temps. Imaginons que, et c'est presque une vraie situation, c'est une histoire qu'on m'a racontée. Donc, vous êtes vous êtes aux Pays-Bas, au moment où une réunion importante avec votre équipe va commencer, votre manager néerlandais vous envoie un message et vous demande de l'appeler. Tout de suite. Que faites-vous? Vous dites à votre manager que vous avez une réunion et que vous ne pouvez pas lui parler maintenant. Vous commencez votre réunion avec vos collègues à l'heure et vous le rappelez plus tard. Ou alors, vous appelez votre manager comme il vous l'a demandé et vous arrivez en retard à votre réunion. Alors, qu'en pensez-vous? C'est le nouveau sondage que je vois Audrey a déjà ouvert, donc c'est super. A ou B? Et là encore, bon, bien sûr, c'est un peu une petite généralisation. Il faut toujours, un peu comme on disait au début, on ne peut pas généraliser. Chaque manager est différent, mais il y a quand même des tendances véritables qu'on peut observer. On attend les dernières réponses, on a presque tout le monde avec, c'est intéressant de voir que les réponses sont très majoritairement, il y a une grande majorité de réponses pour un des deux options. Voilà. OK. Alors, on va arrêter le poll, le sondage. Aubrey, we can share the results. Alors, est-ce que vous voyez tous les résultats? Donc, une majorité écrasante de réponse A. Bravo, parce qu'il est très probable qu'effectivement, ce soit la réponse adéquate à cette situation, puisqu'on est dans une situation où on a la dimension d'égalitarisme et de rapport au temps qui se conjuguent. Votre manager, et c'est le premier parmi les pairs, donc il n'a pas ni de privilège ni de statut supérieur aux autres, donc il peut très bien comprendre. Et il appréciera le fait que vous choisissiez de commencer et de commencer votre réunion à temps avec vos collègues
et de respecter vos collègues et leur planning, puisqu'ils ont au droit au même respect et au même traitement que votre manager. Voilà, donc ça, c'est juste des toutes petites situations, mais qui peuvent se présenter. Et quand on a ces choses en tête, on peut plus facilement faire le choix qui sera le plus judicieux, le plus adéquat et le plus approprié. Alors, rapidement, comment ça se traduit, hein, on l'a déjà dit brièvement, mais voilà ce qu'on va attendre du coup de la part des membres de l'équipe quand on parle de rapport au temps. On va vous demander de respecter le planning, d'être ponctuel et réactif. Et pour ce qui est du planning, il arrive parfois, donc ça aussi c'est une toute petite suggestion, mais qui est essentielle d'avoir en tête, il arrive qu'on ne puisse pas respecter son planning. Ça arrive qu'on se rende compte en cours de route qu'on a été trop ambitieux, trop optimiste. Dans ces cas-là, ça peut arriver, mais il faut communiquer. C'est-à-dire qu'il faut dire, à partir du moment où vous avez conscience que vous n'allez pas pouvoir respecter une deadline, tout de suite communiquer et réajuster le planning. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel et c'est ce qu'on fait constamment dans les organisations néerlandaises. On a un planning et c'est un planning évolué. Alors, on essaie de s'y tenir le plus possible, mais quand on voit qu'on ne va pas pouvoir tenir les deadlines, il faut réajuster et communiquer. Donc ça, c'est une règle de base. Voilà, donc on arrive au dernier sujet qui est celui de la communication, qui est évidemment un sujet extrêmement sensible et important entre français et néerlandais parce que nous avons deux modes de communication qui sont très différents. Donc en France, je vous ai donné deux petits exemples, on ne s'en rend pas compte quand on vit dans notre milieu culturel français, mais nous avons un mode de communication qui est ce qu'on appelle pas toujours, mais dans de nombreuses situations, qui peut être indirect ou implicite. C'est-à-dire que le message qu'on transmet n'est pas nécessairement dans les mots. Le message, il peut être dans le contexte, il peut être dans le non-verbal, dans le non-verbal, il peut être dans la relation qu'on a avec quelqu'un, il peut être entre les lignes. Voilà, donc comme cette petite image que je vous ai mise, donc c'est une communication qui peut être implicite. Et la responsabilité de la communication, elle n'est pas chez le récepteur, elle est chez l'émetteur, elle est chez le récepteur. Donc c'est la personne qui reçoit le message qui est responsable de la capacité à comprendre ce qui a été dit. Donc cette personne doit être capable de décrypter, d'interpréter, si les choses ne sont pas dites de manière explicite, ce qui a été dit, être capable de lire entre les lignes. Donc, c'est pour ça qu'on est les champions du sous-entendu, du deuxième degré, de toutes ces formes de style qui n'existent pas dans beaucoup de pays, ou qui en tout cas qui sont difficiles à saisir d'un point de vue néerlandais. Donc voilà notre mode de communication. Et en face de nous, nous avons des gens qui communiquent. Alors là encore, on ne va pas généraliser, mais c'est quand même une tendance que l'on voit très clairement, qui communiquent de façon très explicite et très directe. Donc ça, la photo que je vous ai mise là, vous vous demandez peut-être ce que c'est, mais là encore, c'est une vraie photo que j'ai prise. J'ai habité très longtemps dans un quartier qui s'appelle Le Pipe, et après toutes ces années aux Pays-Bas, je vois cette affiche à côté de la boulangerie, et je me suis dit, après toutes ces années aux Pays-Bas, je peux encore être étonnée par le caractère direct de la communication néerlandaise. Donc, c'est une publicité pour un pain qui dit, si tu veux bien faire caca, je te donne ce pain. Et je me suis dit, waouh, ça c'est quand même très explicite. Donc, la communication néerlandaise, elle est explicite, transparente, elle est fonctionnelle, c'est-à-dire que le message qu'on veut transmettre, il est dans les mots. Il n'est pas dans le contexte, il n'est pas dans la situation, il n'est pas dans le verbal, il est dans les mots. Donc, il n'y a pas besoin de lire entre les lignes. Si on a besoin de répéter pour que le message soit clair, on va répéter. Si on a besoin de donner plus de détails pour que le message soit compréhensible, on va donner plus de détails. Ce qui veut dire qu'on considère que la responsabilité du message, il est chez l'émetteur et pas chez le récepteur. Ça veut dire que quelle que soit la relation qui est entre nous, c'est moi, émetteur, qui dois m'assurer dans ma façon de communiquer que ce que je dis est clair. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Cette transparence, ce côté direct et explicite, quand on vient d'une perspective française ou quand on vient d'un mode de communication qui est plus implicite, comment est-ce que ça peut être perçu parfois ? Qu'est-ce que vous en pensez soit dans le chat ou soit en allumant votre micro?
Comment est-ce que on peut percevoir ça? Pour nous, ce serait plus direct. Une fois, Ouais. ils sont directs dans leur manière d'échanger avec nous. Ouais. Nous, on va vouloir mettre des formes, passer par différentes, enfin, pas forcément des sous-entendus, mais on va essayer d'enjoliver ou d'enrôler ce qu'on dit, Voilà. soit pour pas vexer, soit pour pas laisser entendre clairement ce qu'on veut. Voilà, exactement. Et donc, je vois dans le chat aussi, merci beaucoup, je vois dans le chat aussi pas mal de réponses, ça peut être perçu comme impoli, vexant, irrévérencieux, exactement. Donc ça, en fait, ces deux styles de communication, c'est la source d'énormément de frustration, malentendus, irritation. Alors, ce que je veux vous inviter à faire, c'est que quand vous allez être confronté très probablement à ce genre de situation, vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va être très direct, c'est de vous poser cette question-là. Quelle est la bonne intention derrière cette communication directe? Et à votre avis, d'une façon générale, quelle est la bonne intention derrière cette communication directe, transparente, explicite des Néerlandais? Qu'est-ce qui les motive? Pourquoi est-ce qu'ils communiquent comme ça? Ne pas perdre de temps. Exactement. C'est cette notion de ne pas perdre de temps, c'est l'efficacité. Efficacité, je le vois dans le chat, merci. Se faire comprendre rapidement, l'oralement, exactement. Être clair. Voilà, être clair. Donc, en fait, la bonne intention, elle est là. Il n'y a absolument pas, c'est rien de personnel, c'est pas on veut être agressif, non. Ce qu'il y a derrière ça, c'est une volonté de se faire comprendre, d'efficacité, de clarté. Et cette petite question qui est là sur ce slide, c'est la question que je vous invite à vous poser à chaque fois que vous allez vous retrouver dans des situations interculturelles où vous vous dites en face de moi, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de très bizarre, que je ne comprends pas, que je trouve insensé, qui me gêne ou qui m'énerve. Posez-vous cette question, parce que très souvent, les gens, en fait, n'ont qu'une bonne intention qu'on interprète d'une façon différente de ce pourquoi elle était là au départ. Donc, toujours se poser la question de quelle est la bonne intention. Rapidement, parce que le temps passe, cette communication directe, elle a une manifestation que vous verrez partout dans les organisations néerlandaises, qui est le feedback. À votre avis, alors le feedback, on parle de feedback ici, non pas positif, mais de feedback qu'on appelle constructif. À votre avis, à qui peut-on donner du feedback aux Pays-Bas? Qu'en pensez-vous? Alors, je vois que les réponses rentrent. OK. Alors, je vois que cette fois, ça prend un peu plus de temps, les réponses. Dernier sondage, ça allait très, très vite. Là, et je vois qu'on a besoin un peu plus de temps pour réfléchir à cette question. Ça dépend aussi de la situation. Donc, Alors, ça dépend peut-être de la situation, bien sûr. Hein, on ne peut jamais avoir une réponse unique. Mais là encore, il y a quand même des tendances qui se dégagent. OK. Aubrey, I think we can close the poll and share the results. Thank you. Et alors, c'est super. Je vois des réponses qui sont dispersées sur les différentes options. Et en fait, on peut donner... Alors, parfois, il y a des situations, effectivement, hein, parfois, il y a des personnalités aussi, mais globalement, le feedback est une chose que l'on peut donner à tout le monde. ouais. Parce que le feedback, moi j'ai entendu plusieurs fois ici, il n'y a pas de feedback négatif. Le feedback est toujours positif, même quand il est constructif. Et on dit que le feedback est un cadeau. Quand on vous donne du feedback aux Pays-Bas, c'est qu'on pense que vous avez le potentiel de faire mieux. On vous donne un cadeau qui vous permet de vous améliorer. On vous donne un cadeau qui vous permet de devenir plus fort et plus performant dans ce que vous faites. Et moi, je dis toujours que quand on ne vous donne pas de feedback aux Pays-Bas, c'est là qu'il faut commencer à vous inquiéter. Parce que ça veut dire que peut-être qu'on pense que vous n'avez pas le potentiel pour faire mieux.
Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel à avoir en tête. Et c'est aussi quelque chose qui peut vraiment vous aider dans ces situations où on vient vous donner un feedback qui était constructif et pas positif, et de vous dire très simplement, ça n'a rien de personnel, on est simplement en train d'essayer de m'aider ici. Donc ce feedback, c'est l'une des expressions les plus systématiques que vous pourrez trouver de cette forme de communication aussi directe et transparente, à laquelle on n'est pas forcément habitué venant d'un environnement culturel français. Donc, comment ça se traduit, là encore, sur ce qu'on attend des membres d'une équipe? Tout simplement, ça se traduit par le fait qu'on attend de vous d'être ouvert au feedback, de demander du feedback même, mais aussi d'être capable de donner du feedback. Là encore, si vous ne donnez pas de feedback quand vous avez l'impression que quelque chose ne fonctionne pas bien ou n'est pas à la hauteur, on va peut-être même vous le reprocher. Mais pourquoi tu n'as rien dit? On s'attend à ce que vous soyez capable d'être assertif et d'exprimer du feedback, quelle que soit la personne concernée, que ce soit quelqu'un à votre niveau, en dessus ou au-dessus de vous. Donc, on attend en termes de communication une communication directe et un partage d'informations, de la transparence. Et un dernier point qui est aussi lié à la communication, qui est d'avoir un certain contrôle des émotions, de manifester ses émotions de manière, enfin d'avoir des grands épanchements émotionnels. Bon, ça ne se fait pas forcément en France non plus. Mais de la colère ou de la tristesse ou une joie immense, c'est des choses qu'on ne voit pas souvent dans le contexte néerlandais. Donc, on a couvert rapidement ces 3 sujets. Comme j'ai dit, j'ai fait une sélection vraiment des thématiques qui sont les plus importantes, où il y a les plus grandes différences, mais il est bien conscience du fait que, comme on l'a vu au début, les différences se nichent dans énormément de thématiques. Donc, le relationnel, il y a beaucoup de choses aussi qui varient ici. La façon dont on établit et dont on crée la confiance, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, le rapport à l'erreur, on en a parlé un tout petit peu. Les émotions, on vient d'en parler un tout petit peu aussi. Comment on négocie et la prise de décision. Donc ça, c'est tous les sujets auxquels, enfin, on n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais qui sont aussi des sujets sur lesquels il faudra vous attendre à des vraies différences. Donc, pour finir, je voudrais vous poser une toute dernière question et vous demander, à votre avis, quelles sont les qualités essentielles dont on a besoin quand on veut être capable de naviguer entre les différences culturelles. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'il va falloir que vous utilisiez comme ressources personnelles, comme qualité personnelle, pour justement bien naviguer entre 2 cultures? Communication. Communication, ouais. Très bien. Écoute. Ouais, je vois Ala qui nous dit être transparent, observer, écouter. La flexibilité, Géraldine, excellent. L'ouverture d'esprit, absolument. Cette ouverture d'esprit, cette capacité à ne pas juger, à ne pas se dire ma façon de faire est la mieux ou la meilleure. Non, ce sont des façons de faire qui sont différentes. Acceptation dans l'altérité. Super, merci Richard. Observation, très bien. Et la résilience, Sandrine. Ouais. Donc, toutes ces qualités, effectivement, sont des qualités essentielles. Vous les avez toutes, je pense. Et la curiosité, mais tout ce que vous avez cité, la flexibilité, l'ouverture d'esprit, la résilience, l'observation, l'écoute, tout ça, ce sont effectivement des qualités essentielles. Et ne pas juger. Alors, il nous reste 5 minutes. Donc, merci pour cette participation super active dans le chat et dans les sondages. Est-ce que vous avez maintenant des questions qui ont émergé, que je n'avais peut-être pas vues dans le chat ou que vous avez maintenant, que vous voudriez poser? Puisqu'on a le temps, profitons-en. N'hésitez pas. C'est le moment d'être assertif et de montrer. Oui, Sandrine, oui, j'ai une question, c'est plutôt une surprise par rapport à un élément, par rapport au contrôle des émotions. Oui. Alors c'est vrai que le fait, ça c'est un petit peu vrai dans toutes les cultures, ne pas avoir de colère, ne pas se respecter les uns par rapport aux autres, mais c'est par rapport aux joies, parce que moi je considère par rapport le fait de célébrer ou d'être joyeux. Oui. C'est un comment que vous avez fait. Et moi, je partais du principe, en fait, que justement, c'est quelque chose de positif. Oui. Et de célébrer un succès, de célébrer... Absolument. D'accord. Donc, c'était peut-être ma... Oui, non, alors, merci beaucoup pour le commentaire, Sandrine. Donc, les émotions, c'est pas qu'on est complètement... on manifeste aucune émotion, c'est pas ça. Mais les épanchements extrêmes d'émotions sont parfois
Alors, la joie, c'est peut-être plus facilement à accepter que c'est plus des grands éclats de colère ou manifester d'une grande tristesse. Ce sont des choses qu'on ne voit pas. La joie, peut-être plus facilement, mais c'est surtout les manifestations extrêmes d'émotions qui sont... donc, lever le ton, taper du poing sur la table, ce genre de manifestations-là, c'est perçu comme quelque chose d'absolument non professionnel ici. Voilà. Ok, merci beaucoup pour la question, Sandrine, ou pour la remarque plutôt. D'autres remarques, questions? C'est l'occasion de montrer que le sujet vous a intéressé. Je vais juste apporter un autre commentaire, c'est pas une question. Merci. Donc, ça fait seulement 4 semaines donc, que je suis arrivée aux Pays-Bas. Oui. Et je viens de 10 ans d'Australie et 3 ans en Suède. Alors, pourquoi je fais ce commentaire? Parce que je vois beaucoup de similitudes, en fait, entre la Suède au niveau de toute la partie collaboration et par rapport à la hiérarchie. Et la similitude que je vois avec l'Australie, c'est aussi le temps est très important et le respect de l'agenda et de la transparence et de la confiance. Et c'est, bon, même si l'Australie est loin des Pays-Bas et la Suède assez proche des Pays-Bas, il y a beaucoup de différences, mais beaucoup de similitudes aussi. Et c'est intéressant finalement et très riche de voir ces différences culturelles. Ouais. Et c'est super que vous soyez, alors justement le fait que vous ayez déjà découvert plusieurs cultures, vous avez cette capacité justement à questionner, à être curieux et à observer aussi des ressemblances ou des différences. Donc vous êtes très alerte. Et c'est aussi une des qualités, on l'a pas dit encore, mais cette capacité justement à être alerte tout le temps et à se poser les questions. Et qu'est-ce qui se passe ici dans cette interaction? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Donc très bien que vous ayez déjà fait des parallèles comme ça. Mais c'est très riche, mais à chaque expérience, c'est une nouvelle... personne ne nous attend. Et je pense que pour moi, ce qui est le plus important, en tout cas quand on démarre ou quand on arrive dans un nouveau pays, c'est d'essayer d'être très humble. Parce que même si on a 3 ans d'expérience ou 30 ans d'expérience, les gens ne nous attendent pas forcément. Et c'est vraiment, c'est pas facile de justement s'adapter et de repartir finalement à zéro. Et d'être prêt à la flexibilité et à l'écoute. En théorie, c'est toujours facile, mais au jour le jour, des fois, c'est assez challenging, mais c'est très riche, donc c'est très intéressant. Merci beaucoup pour cette note réaliste et positive en même temps, Sandrine. Je pense que pour tous ceux qui sont encore en France et sur le point de peut-être de venir aux Pays-Bas, c'est un très bon conseil ou une très bonne remarque qui peut aider effectivement à avoir un départ plus smooth et plus positif dans ce nouveau pays. Merci Sandrine. Je regarde. Nous devons laisser pour respecter le timing. Merci beaucoup, Hugo. C'est vrai, effectivement, il est 10h30, donc nous allons à la néerlandaise finir à l'heure. C'est quelque chose que j'ai appris ici au fil de toutes ces années. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation active, pour vos commentaires et puis vos questions à la fin. Je vous souhaite une très bonne chance dans votre recherche d'emploi. Et puis surtout, une nouvelle aventure, si c'est pour ceux qui viennent depuis la France, réussie avec beaucoup de bonnes surprises et beaucoup de plaisir aux Pays-Bas. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et, merci à vous. Merci. Et puis aussi, n'hésitez pas avec les autres ateliers qui sont aussi extrêmement intéressants à vous inscrire si vous n'êtes pas encore inscrit. Voilà.